Arc-en-Ciel avec Abdelatif. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de retrouver notre premier invité, n'est que Monsieur Harold Heyman. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Et comme vous le savez, Monsieur Harold Heyman, que l'actualité oblige, et c'est une actualité mélangée entre de la géopolitique, de la religion, de la géostratégie, et on est un petit peu perdu quelque part. Et afin de clarifier un petit peu et d'éclairer un petit peu notre auditoire à travers le monde sur ce qui se passe réellement sur le terrain, nous souhaitons élargir le débat dès cette semaine sur la géopolitique religieuse. Que représente pour vous l'impact de la religion, quelle que soit cette religion, dans la décision politique? Dans la décision politique, je dirais que en Occident, on ne décide pas encore en fonction de l'Évangile ou des commandements, heureusement. Donc déjà, on n'est pas en théocratie. On est peut-être un tout petit peu en Iran, et c'est assumé, n'est-ce pas? Toutes les décisions qui sont prises doivent revenir au guide suprême, qui lui-même dit si c'est conforme à l'islam comme lui il l'interprète avec tout son appareil théologique. Donc déjà, dans la décision politique directe, non. Dans peu de pays, vraiment. Par contre, c'est pas complètement évacué. En Israël, il y a une sensibilité aux écrits. Et dans certains pays musulmans aussi, il y a une sensibilité, voilà. Il nous faut tel endroit, il ne faut pas que vous ayez tel endroit. Bon, là, on commence à voir vraiment le livre saint qui entre directement dans la décision. À part ça, si on parle plus globalement de l'ambiance religieuse, oui, là, elle est rentrée un peu dans tous les strates, au même titre que autrefois, c'était sensibilité communiste ou sensibilité raciale ou toutes sortes d'autres sensibilités. Donc, c'est un mouvement fort qui existe. Mais pour l'instant, la décision dans les pays, disons, de l'Union européenne est encore dégagée le lien direct aux écrits saints. Sauf que, notamment aux États-Unis ou même ailleurs, donc les ultra-religieux ont un impact assez important sur le plan électoral. Donc oui, électoral, c'est sûr. Électoral, c'est un électorat. C'est un électorat qui monte aux États-Unis. Ça fait depuis une grosse génération déjà que le Parti républicain a ouvert grand ses portes aux évangéliques. Et que l'Amérique elle-même se transforme parce que les évangéliques se multiplient par 4, se multiplient par 10. Alors, je ne vais pas trop parler des évangéliques puisqu'il y a M. Kirley qui va s'en occuper. Non, on aimerait bien avoir votre avis. C'est très important. Ça permettra à animer le débat après avec Michael, qui est à l'écoute, donc à qui nous transmettons nos sincères salutations. Alors, il pourra me corriger si je me faute. Mais en gros, les évangéliques, dont la strate plus dure s'appelle généralement les fondamentalistes, sont des protestants, si on veut, mais des protestants un peu libres de toute église historique. Et leur mantra, c'est d'avoir individuellement un lien personnel avec Jésus-Christ. Donc, il entre dans votre cœur et il vous s'ouvre la vie. Et eux, les églises, ne sont là que pour vous aider à faire ça, mais il n'y a pas de clergé sacré. Le clergé, c'est juste ceux qui organisent, ceux qui mènent la prière et qui battent des mains, et qui envoient la musique et qui récitent la prière. Mais voilà, c'est cette ambiance vraiment très, très émotionnelle et qui a des analyses simples en matière politique aussi. Donc, il y a les bons et les mauvais, et puis tout ça va vers le jour du jugement dernier. Et voilà, c'est comme une eschatologie très simple mais facile à comprendre. Mais quand on la met sur la scène religieuse et on la lâche comme ça, tel un taureau fou, eh bien, il y aura un clash avec quelqu'un quelque part et ils sont particulièrement bien disposés envers un clash avec l'islam. Ça les arrangerait pas mal beaucoup. Ils ont totalement oublié. Et pourquoi? Parce que il faut dans leur prophétie, et je parle là surtout des pentecôtistes, c'est que
dans l'Apocalypse, qui est le livre apocryphe de la Bible, qui, par exemple, n'est pas reconnu par l'Église catholique du tout, il y a toutes sortes de façons de le lire, mais en gros, il doit y avoir une grosse bataille à Armageddon à la fin. Il faut que les Juifs soient tous en Palestine, ou l'État d'Israël, ou quand on voudra, de cet endroit-là. Et là, il y aura une grosse bataille et de terribles revers. Et enfin, la montagne se scindra en deux et sortira la Nouvelle Jérusalem ou le diable. Enfin, c'est vraiment tout à fait science-fictionnesque, à mon avis. Mais j'ai rencontré même des gens à Jérusalem qui me disaient littéralement ça, et c'est pour ça qu'ils étaient venus à Jérusalem. Oui. Donc ça c'est, et donc les méchants, les mauvais, c'était Hitler, c'était Staline, et dernièrement c'est l'islam. Donc si demain on a, je ne sais pas, une autre secte qui se pointe, ce sera celle-là. Donc voilà, ils s'adaptent, ils sont très adaptables, mais leurs écrits ne bougent pas, donc les écrits restent et eux ils s'adaptent. Donc voilà, l'islam est devenu le grand méchant ennemi. Pour l'immense majorité d'entre eux, ils ont une réticence énorme envers l'islam, et surtout les fondamentalistes. Plus on va vers les fondamentalistes, plus c'est clair et absolu. Donc voilà pourquoi ils sont pas très compliqués, et par le même dans le même temps, ils trouvent que les Juifs sont formidables puisque c'est les acteurs de cette pièce apocalyptique, c'est-à-dire que les Juifs doivent aller à Jérusalem pour que la prophétie s'accomplissent. Maintenant, pour les protestants qui ne sont pas fondamentalistes ou qui sont juste modérément évangéliques ou qui sont juste baptistes, etc., vous voyez, il y a tout un spectre jusqu'au plus raisonnable des raisonnables. Hein. Mais si vous allez vers les plus raisonnables, plus rationnels, les Juifs, c'est un peuple frère, sœur, qui était là au début de l'arrivée du Messie, et c'est eux qui ont fait les tables de la loi. Donc c'est un peuple bien. Même s'il leur manque quelque chose, c'est un peuple bien. Mais voilà, ça, par exemple, là, on est en plein dans la religion qui tempère la politique. Donc vous allez n'importe où d'évangélique et vous dites sauvons Israël, et tout le monde est là, ouais, il faut sauver Israël, alors qu'ils n'ont même pas vraiment conscience de... Voilà, il y a des Juifs dans le Sud, il faut pas exagérer, il y a beaucoup de Juifs d'ailleurs, ça m'a surpris dans le Sud, mais il y en a pas tellement, il y a beaucoup de gens qui n'en ont jamais vu, ou à peine, ou genre le gars qui tient un magasin en ville, et c'est tout. Donc, mais ils les trouvent formidables, voilà, et c'est pour des raisons purement scripturales, folkloriques. Donc ces gens-là, ils ont un pouvoir électoral, donc tout le monde le sait. Et donc le président Trump, il dit comme quoi tout simplement, moi j'ai répondu à une promesse électorale. Donc, quelque part, donc, il y a un lien direct entre ces gens-là et la décision de la présidence de la première force internationale. Oui, mais bon, Trump est un manipulateur, donc je crois qu'il se fiche de la religion comme de sa dernière chemise, mais il a eu une éducation presbytérienne à peu près normale, dans l'arrondissement du Queens, et puis il a certaines connaissances en religion, faut pas le réduire à rien. J'ai écrit un article d'ailleurs dans le Monde des religions là-dessus. Il n'est pas inculte en religion, et je me demande même si c'est pas le seul domaine où de sciences humaines et littéraires où il a un peu de connaissances dans ça. Sinon, il est très bon pour le sport et des choses comme ça. Là, il connaît tout à bloc. Mais voilà, il a pris la tête de ce mouvement. Et la grande surprise de l'élection de 2016, c'était que les évangéliques, qui avaient un choix d'évangéliques parfait devant eux, Ted Cruz était un évangélique absolu. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il disait Praise the Lord. Il gagnait une élection partielle, une primaire, où il perdait, où il se pointait. Il disait Praise the Lord, Praise the Lord. C'est comme sa manière de dire bonjour, au lieu de dire bonjour et Praise the Lord. Bon. Ça devenait presque caricatural. Et c'est lui, il a fait moins bien, de moins bon score que Trump. Donc en fait, les évangéliques ne savent pas qu'ils sont en train de virer un petit peu populiste, national-populiste dans leur tête. Je ne vais pas dire nazi parce qu'on n'en est pas là, heureusement. Mais il y a un autre élément qui s'est glissé dans l'évangélisme. Donc autant les républicains ont laissé les évangéliques rentrer dans le parti, autant les évangéliques ont laissé le national-populiste rentrer dans leur tête. Et donc c'est pour ça que Trump a bien fonctionné. Et puis il a pris Pence comme vice-président. Et lui, c'est un catholique born again, ce qui ne veut rien dire. C'est une espèce de synthèse gigantesque, très très large, et aux États-Unis, il s'opère en ce moment une espèce d'alliance entre une certaine branche des catholiques et les évangéliques. Et ça commence à faire un ciment assez fort, et Pence, c'est 100% ça.
Là, les choses sont plus claires. Je reviens à un mot que vous avez évoqué tout à l'heure qui m'a interpellé. Vous avez parlé des nazis. Donc, vous savez, comme tout le monde, les nazis, ils ont un concept assez important, c'est la race aérienne. Oui. Voilà, donc Ariane, oui. Ariane, pur sang, j'ose dire. Et tout ce qu'on voit dans le monde, avec ces réfugiés, avec ces guerres et l'afflux d'immigrés par-ci, par-là, ce n'est pas tout ce qui est en train de se passer dans le monde en termes de guerre, en termes de demandeurs d'asile. C'est un terreau pour ces nazis qui reviennent en force, et notamment en Europe. Alors, les nazis, bon, c'est vraiment l'ultime avatar du nationalisme ethnique. Hein. C'est-à-dire, il y a quelques étapes avant, heureusement, mais eux, c'est l'ultime. Et bon, personnellement, je suis sur la ligne de Hannah Arendt, qui avait analysé les origines du totalitarisme soviétique et nazi. Bon, sur le nazi, je crois qu'elle était plus forte encore. Et je crois que c'est une espèce de tournure d'esprit en plus. Donc, si vous avez des partis conservateurs, par exemple en Pologne ou ailleurs, qui disent « Oh là là, il faut pas qu'il y ait des réfugiés », des choses comme ça, ils n'en sont pas encore au nazisme. Et je dis ça, c'est une utile distinction, non pas tellement pour les dédouaner, mais pour nous rappeler qu'on peut encore inverser la tendance. Ces gens-là n'ont pas encore basculé. Bon, il y a un problème aussi pour l'Europe de l'Est. Elle aura du mal à basculer dans le nazisme pur parce que les nazis les ont quand même traités, eux, comme des sous-hommes et le l'ont fait porter très, 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 très durement. Ils ont exterminé des villages entiers de Polonais qui n'étaient pas juifs, en plus. Les juifs, oui, mais d'autres Polonais, des Polonais catholiques. Donc, il n'y a pas grand-chose à chercher pour un nazi. Mais bon, il y a des jeunes qui n'ont pas aucun souvenir historique. Vous savez, des gens avec des croix gammées en Russie, alors que la Russie, 20 millions de morts. Je veux dire, les nazis ont essayé d'affamer le tiers de la population de l'Ukraine et la Biélorussie, tout ça. Bon, donc il y a un national-populisme et il s'inspire un peu bêtement du nazisme. Il y a un seul pays où ça a presque un sens historique, c'est la Hongrie, et c'est le pays d'ailleurs où le nazisme est le plus visible. Alors là, c'est carrément anti-Israël, anti-juif, en plus de anti-immigrés, anti-tziganes, anti-romains. Donc, vous avez la montée de ces choses-là. Alors, pourquoi est-ce qu'ils montent? Je crois qu'il y a, bon, une peur de la mondialisation, une peur de l'arrivée des réfugiés. Ces gens-là n'ont pas vraiment de passé colonial, ils ont surtout été colonisés. Puis l'idée de voir des gens du Moyen-Orient dont ils pensent déjà que c'est des terroristes en puissance qui entrent, c'est complètement insupportable pour eux. Déjà qu'ils supportent à peine l'ethnie voisine. Donc, c'est trop leur demander. Je crois qu'il faut arrêter de leur parler comme si c'était l'Europe de l'Ouest. Je suis assez convaincu de ça. Je suis allé dans des conférences en Pologne et des gens sont en train de parler de l'autre Europe, la nouvelle Europe, l'Europe identitaire, l'Europe qui a une religion forte, une identité ethnique forte. Alors, quand on gratte un peu, ils sont pas purement racistes. Je suis désolé de dire qu'il y a du racisme fort et du racisme doux, mais c'est ce que je constate que ça marche comme ça. Vraiment, on voudrait dire que c'est tout ou rien, mais il y a une zone grise. Il faut ramener les gens gris loin de la force, les ramener vers le blanc, quoi. Le blanc de l'innocence, hein, je parle. Donc, et voilà, c'est en train de monter, c'est une grande peur. Et c'est en train de donner comme des espèces d'ailes à l'extrême droite ou le national-populisme en Europe de l'Ouest aussi. Donc on est en train de, si vous voulez être national-populiste super relax en Europe de l'Ouest, vous dites juste, je suis d'accord avec ce que font les Polonais et les Hongrois. Bing, ça n'a pas l'air très révolutionnaire à dire. Et voilà, vous avez montré un peu vos couleurs. Maintenant, est-ce que tout ce que disent les national-populistes, parce que juste pour les auditeurs, populiste, ça veut dire que c'est une façon de faire de la politique qui est émotive. Donc ce que le peuple veut, on le transforme via comme une attitude plébiscitaire. Ah, vous voulez plus d'autoroutes, on va faire plus d'autoroutes. Ah, vous voulez plus... Bon, sans aller vers en court-circuitant les corps intermédiaires autant que possible. C'est directement le chef, l'action et le peuple qui s'expriment par des sondages ou des référendums
ou des élections, et on n'a pas besoin d'écouter l'opposition une fois qu'on est en selle, on avance, on charge. Donc ça, c'est le populisme. Le national-populisme, c'est avec un esprit nationaliste, parce que vous pouvez avoir le marxisto-populisme aussi, ça peut exister. Mais bon, là, on a un problème, c'est le national-populisme. Et donc, avec eux, il y a des éléments qui sont vrais. C'est-à-dire, est-ce que vraiment la personne ordinaire veut qu'il y ait, par exemple en Allemagne, 800 000 Syriens et Irakiens dans son pays? C'est une vraie question, on a le droit de la poser. Et comme le gouvernement ne l'a pas posée de cette façon, il aurait probablement eu un non ou un oui très mitigé, mais il ne l'a pas posé et il a eu une explosion, ce qui fait 70 nationaux populistes au Bundestag. Et ça, il faut se demander, comment on fait la guerre à ça? Comment on élimine l'alternative für Deutschland? Quelqu'un a une idée? Moi, je vois juste une chose, il faut retourner leurs électeurs. Et comment on fait ça? Il faut leur donner ne pas leur laisser le sentiment que c'est que par la radicalité qu'ils auront un résultat. Il faut leur donner la possibilité de dire non, ok, 100 000 ça va, 200 000 peut-être, 800 000 non. Il faut leur donner, il faut qu'il y ait un débat national qu'il n'y a pas eu, c'est juste Merkel qui a déclaré. Donc voilà, ça aurait été sympa si c'était bon, sauvons toutes les forêts de Bavière, elle aurait pu le dire et personne n'aurait vraiment protesté, mais elle peut pas dire 800 000 personnes débarquées, on les voit partout en Allemagne, un peu partout, on les voit dans les rues de Paris aussi. Je veux dire, c'est quelque chose de visible et la population est délicate, elle est fragile quand elle voit des choses qui sont un peu, qui peuvent l'effrayer, et voilà, ça crée quelque chose de mauvais. Ils peuvent pas tous être de bons bobos comme moi. Bien sûr, la population n'est pas prête, elle n'est pas assez préparée pour recevoir d'autres personnes. Mais la question qui se pose, si vous le permettez, si on prend un petit peu aussi, je vais faire un petit peu l'avocat du diable, comme on dit. Donc on prend ces pays-là qui sont à l'origine de ce flux migratoire et de ces guerres civiles entre eux. La quasi-totalité se plaint de l'Occident. Ils disent on était des démocraties à leur façon de voir les choses, donc avec des dictateurs qui détiennent les pays, notamment Libye et notamment d'autres pays. Et maintenant on est dans le désordre. Et le désordre, d'après ce qu'ils disent, c'était créé par l'implication des six occidentaux pour créer leur démocratie. Sauf que la population de ces pays ne sont pas prêts, peut-être à terme, de recevoir cette démocratie à l'occidental. Du coup, il y a cette guérilla, il y a ce désastre dans ces pays, notamment la Syrie, la Libye et d'autres, et peut-être d'autres qui vont pas tarder. Et ces gens-là immigrent dans ces pays occidentaux. Et là, on se trouve avec un autre, notamment ce que vous êtes en train de nous dire. Donc, la question qui se pose, est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer, si c'est le cas, des balles aux pieds avec l'implication des occidentaux dans ces pays? Alors, est-ce que le national-populisme, c'est pas le pompier pyromane? Quelque part. Est-ce que l'Occident n'est pas le pompier pyromane? On crée notre problème et ensuite, on le résout de manière paradoxale en devenant l'extrême. Justement. Voilà. Oui, il y a de ça. Maintenant, est-ce qu'on s'imaginait une guerre civile aussi prolongée en Syrie? Je ne crois pas. Il n'y a pas grand monde qui avait, de manière convaincante, imaginé que ça allait dégénérer à ce point. Peut-être que la Libye, c'était vaguement plus prévisible. Et alors, personne ne s'est occupé du Yémen. Mais bon, les Yéménites ne sont pas encore montés immigrer ici. Et l'Irak. Et l'Irak, absolument. Et l'Irak, il aussi a eu un exode de, je ne sais plus si c'est 1 ou 2 millions de personnes, mais bon, la Syrie, on est à 5. Donc, qui de traverser la frontière, au moins. Et donc, qui déstabilise totalement le Liban. Ça ne peut pas supporter ça. Et donc, bref, je pense que est-ce qu'on pouvait garder des Kadhafi et des Bachar al-Assad qui va se maintenir, mais est-ce qu'on aurait pu imaginer leur départ s'il n'y avait pas eu l'affaire Ben Ali et ensuite Moubarak? C'était la lignée, c'était, on disait, c'est les dominos vertueux du nouveau monde arabe. Et pendant un petit moment, on a vu des blogueurs, des jeunes, des filles libérées, des jeunes hommes avec des cheveux longs, en chignon sur la tête, comme s'ils étaient à Los Angeles, se pointer. Et on a dit, c'est beau le nouveau pays. Et puis derrière, oh là là, on a eu la vague
islamistes qui attendaient. Donc, en fait, les démocrates qui ont été notre alibi ou notre inspiration, notre alibi-inspiration à l'Occident, ont été totalement submergés par les frères musulmans ou autres, et en Libye bien pire que ça. Et voilà, on se retrouve avec des postures complètement contradictoires. Et donc, on a joué aux apprentis sorciers, et le résultat est très mauvais. Donc, bon, ça a marché en Tunisie, à moitié en Égypte. Est-ce que pour ça, il fallait vivre la fin de la Syrie comme telle? Mais bon, j'ouvre quand même une petite parenthèse sur les hommes forts comme Assad ou Kadhafi. Assad, quand même, la France a passé 3 mois à essayer de le convaincre de faire autrement. Les autres capitales l'ont condamné plusieurs semaines avant la France, et il y a eu comme une espèce d'activité fébrile. S'il te plaît, Bachar, fais quelque chose qui ressemble à la démocratie, lâche un peu la bride et tout ça. Et ces régimes n'ont pas pu, n'ont pas voulu, n'ont pas pu. Donc on s'est trompé même sur ce que c'était que ces régimes. Donc on n'a même pas fait notre travail intellectuel avant de se dire, tu transformes pas un régime bassiste dans un Danemark de l'imaginaire. Vous voyez? Donc ça, c'était une erreur. Et donc, il n'y avait pas de solution. Une fois que c'était parti de la Tunisie, il n'y avait pas vraiment de solution. Et celle qu'on a trouvée est vraiment moche et vraiment horrible pour la Syrie et pour le Liban et pour le reste de l'Afrique. Donc moi, je crois qu'il y avait une bombe qui allait éclater de toutes les façons. On n'a pas été spécialement bon en Occident, mais je ne pense pas que ce soit uniquement notre faute. Je veux dire, il y avait le feu sous la cendre. Donc, est-ce qu'on l'a bien géré? Non. Mais est-ce que c'est nous qui avons allumé le feu? Non. Écoutez, sur ces bonnes paroles, parce que je sais qu'encore vous avez, je crois, une émission maintenant d'ici peu avec CNews. Hein. Donc, il est presque 17h. Je tiens à vous remercier infiniment, M. Harold Ayman, par rapport à cet éclairage qui est assez important quand même pour voir comment la religion peut jouer un rôle aussi d'une manière indirecte, voire parfois directe, sur des décisions politiques, sur des décisions géopolitiques aussi. Hein. Donc, parce que là, on parle d'un désordre qui est en train de se faire, et ce désordre a créé aussi des bébés méchants qui font du mal à M. Lambda. Merci infiniment, et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.